Bonjour Reine. Ça va Reine? Je vous entends pas Reine? Ouais. C'est vrai que c'est costaud parce que finalement notre métier d'architecte et de graphic designer, c'est ça, c'est se faire des films toute la journée, quoi. Se faire des films toute la journée en construisant des lieux pour plein de monde alors qu'on est tout seul. Faire des projets pour plein de gens alors qu'on est tout seul. On passe du temps à se faire des films et puis après, quand on va au client, on n'ose pas lui dire, on est très sérieux. C'est pas un projet, machin, marketing, truc, machin, etc. En fait, c'est pas du tout ça, c'est que on est déjà complètement dans nos têtes, on se fait des films, on est content, on s'amuse, on est des vrais gamins. Donc je vais vous montrer mes gamineries pendant 35 ou 40 ans que j'ai pu faire. C'est toujours facile de parler de gaminerie au bout de 40 ans quand tu as fait des trucs un petit peu de qualité, quoi, tu vois, parce que forcément, oh, comme il est humble, c'est merveilleux. Je suis extrêmement humble, comme vous allez voir. Ça, c'était il y a très très longtemps. C'était des supercalifragilistiques et c'était pour des parapluies. Depuis, ça a été vachement repris pour mettre des petits stylos et tout ça, des trucs de couleurs et tout ça. Ça, c'était les couverts à salade, ceux du Guggenheim Museum à New York, et des collections permanentes. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de me dire que quand tu dessines, quand tu fais un trait, tu ne sais pas où est le plein et où est le vide. Et pour moi, le design de l'espace, c'est autant un rapport de plein que de vide. Il ne faut pas trop remplir, il ne faut pas trop vider. C'est comme la parole, c'est comme les mots, quoi. C'est pas la peine de... Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, avec mon stylo, je fais un trait, et c'est un usage, la fourchette. Et dans ce trait-là, il y a un vide, maintenant le vide c'est un plein, c'est la cuillère. Ça, c'est des collections de verres, et vous en verrez pas mal à l'occasion, si vous regardez un petit peu ce que je fais. C'est du verre soufflé-bouche. Ce truc-là, ça a été un best-seller chez Rosé et Sina. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est des gens qui font de la grosse série, qui faisaient les grosses séries, ils ont fermé maintenant, Rosé. Il y avait quand même 280 personnes pour soulever du verre, etc. Avaler, exploser, c'était quand même du lourd. Et plus personne savait travailler le verre un petit peu sensible. Ce qui fait que ces petites ailes-là, la première collection, la première série que j'ai vue à 3h du matin, c'était des pieds. Et puis après, c'était des oreilles. Et puis, voilà, ça va, c'est des petits trucs, c'est quand même pas compliqué. Puis, donc c'était un petit peu compliqué. Là encore, c'est des films. Je me suis fait ça à 4h du matin sur une station bip, sur le bord de l'autoroute. Il pleuvait, il n'y avait pas rien à bouffer. Si j'ai dû acheter une part chocolatée comme ça, enfin bon, voilà. J'étais malheureux, j'étais triste, tellement c'était pas agréable. Et j'avais envie d'un objet doudou, donc j'ai fait ça. Ça, c'est ce que j'appelle les dolmens. Ça m'amuse beaucoup parce que pour les Bretons, ce ne sont point des dolmens, ce sont des mini pièces seules. Mais ce que je trouve merveilleux, c'est que à partir du moment où moi j'appelle ça dolmen, et où c'est vraiment un best-seller à peu près dans tous les pays, et que c'est écrit dolmen, alors les gens ils sont convaincus que dolmen c'est ça. Et c'est comme pour dromadaire et tout, vous voyez, donc ils se disent, ah bah oui, donc si dolmen c'est un, donc les trois ça menhir. Eh non, oui, mais si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Voilà, vous voyez, donc ça abusait beaucoup de raconter autre chose que ce que ça veut. Voilà, une lampe, un objet que vous allez comprendre, c'est du métal, ça s'étire, et c'est fait pour éclairer une table. Michel Rosé, pour qui le fait, me dit Philippe, tu es gentil, mais tu vois, t'en connais pas que ça serait en verre enfin, semblant, ça ferait de la lumière, ça serait quand même vachement plus vendeur, quoi. Et je lui dis non, Michel, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'éclairer une zone, et pas l'ensemble. Vous savez, quand je fais des conférences sur la lumière, je dis tout le temps que je ne fais pas de la lumière, mais que je fais de l'ombre. Et c'est vraiment ça le propos. Ce qui est intéressant, c'est pas tant la lumière que tu fais, c'est les croisements d'ondes qu'il va y avoir dans l'espace. Et donc, ça m'intéressait justement de faire tout ça opaque pour qu'il n'y ait aucune lumière au plafond sur les murs, que ça n'éclaire que la table, et que donc ça se justifie d'avoir un machin qui ouvre et qui ferme pour avoir plus ou moins de lumière, sachant que pour moi qui suis assez minimaliste dans mon travail et qui avait envie de ramener du décoratif, et bien le décoratif, c'est la pièce technique. Hein,
Donc, quelque part, le décoration, je suis content, j'ai fait plein de collections là-dessus, en prenant des pièces techniques, en les zoomant, en leur faisant de l'objet décoratif, finalement. Voilà. On peut passer à la suivante. Ouais. Je retrouve, voilà, bon, ça, c'est très rapidement. Ça, c'est une collection simplement parce que j'avais envie d'avoir du basilic pour faire je ne sais plus quel plat. Je n'en avais pas. Et donc, j'ai fait une collection de pots qui s'accrochent de chaque côté de la fenêtre, mais même avec des doubles fenêtres, enfin, pour pouvoir mettre ce qu'on veut dedans. Et puis également un petit mangeoire pour les oiseaux, comme ça, imaginez prendre mon basilic à l'intérieur, prendre des petits oiseaux picorent là, dehors, c'est mignon. Donc c'est une collection avec différents modèles. Ça, c'est un truc qui, pour moi, est important parce que. Alors, c'était pour la Fondation Cartier, une exposition qu'ils ont fait à Paris. Je ne savais pas quoi faire, je n'avais aucune idée. Sortez. Et il y avait un bout de miroir. Je prends un bout de verre, je le pose à côté, et puis je vois la merde. L'objet, c'est ça. Et je me suis rappelé une phrase d'un prof d'archi quand j'ai commencé, quand j'étais étudiant à Paris, qui est Malaquais, Gare de l'Est précisément, et qui m'avait dit il faut savoir laisser faire le hasard et savoir l'apprivoiser. Et je crois que c'est super important comme phrase. Tu vois, tu laisses faire le hasard, et puis tu l'apprivoises. Moi, je ferais pas à peu près la même chose avec mais c'est pas vous comprenez bien, que vous compreniez l'importance du truc. Ça, on en parlera plus tard, ça aussi. Non, ça non. Ça, c'est un vase, que je fais plein de vases. Celui-là, il est marrant parce qu'il est lumineux, c'est un seul truc en verre soufflé. C'est super costaud, hein. C'est une grosse pièce, c'est comme ça. Et ce qui m'amusait, c'était d'éclairer la base de la plante plutôt que le haut, quoi. Parce que si ça, c'est tellement beau, c'est que aussi, ça vient de là, quoi. Donc, j'avais envie d'éclairer plutôt la base que la tête. Voilà, on peut passer. Ça, c'est sur le bois, parce que quand même, je suis à Libois. Merci à Libois de me recevoir aussi. Mais on en reparlera plus tard. Donc, on peut passer. En tout cas, dans ma vie d'architecte, j'ai jamais fait d'architecture. Donc, j'ai plutôt mal tourné en faisant du design et en faisant pas mal de scénos. Alors, des scénos temporaires, comme à la Maison Bois d'Angers, sur la photo d'avant, on verra après. Ou ce que j'appelle moi des scénographies pérennes. Et en travaillant sur un peu des scénographies pérennes, permanentes, j'ai pas mal travaillé à lumière et voilà. Donc ça, par exemple, c'est un restaurant qui s'appelle le Bénétin, qui est près des Rochers Sculptés à Saint-Malo. Le truc vraiment fort de ce projet-là, pour ceux qui iront un jour, c'est que les éclairages éclairent les tables, là encore, et pas l'espace. Que toutes les lampes du bar, elles sont faites de manière à ce qu'elles n'éclairent pas les vitres. Parce que je trouve ça insupportable quand tu vas avec ta chérie dans un restaurant vue sur mer et tu payes un certain prix, de voir les vitres vues sur la mer et d'avoir tous les reflets des lampes dessus. Je trouve ça vraiment insupportable. Donc là, alors, il y en a, mais ça, c'est pas normal parce qu'il n'y a pas un seul reflet dans les vitres. Ça, c'est voilà, c'est. Beaumanoir, c'est un groupe de mode, et ça, c'est dans le local de Saint-Malo, dont j'ai fait toute la lumière extérieure à l'intérieur. Ça, c'est Sephora rue de l'Évoli. Ça, c'est un truc assez marrant, qui est un restaurant à Paris, où on trouve sur ce détail-là, je ne sais pas si vous voyez, en fait, c'est un carré de métal, et à l'intérieur, il y a une espèce de découpe comme ça. Et la plaque avec la découpe, c'est une pièce, et simplement la découpe, c'est la pièce d'à côté. Là encore, c'est un petit peu comme les couverts à salade. Ben voilà, le vide devient un plein, le plein devient un vide, etc., etc. Et puis merde, ma mère était auvergnate, donc le côté économie, moi j'aime bien. Ça, c'était l'étage du fameux restaurant en question, du Vin des Cavistes, qui est toujours bien là. Ça fait 1,90 m de hauteur, et j'ai dit à mon client, ben ouais, on va mettre un luminaire de 1,40 m. Il m'a regardé avec les gens, il dit, attends, ça fait 1,90 m de hauteur. Oui, ben alors, on va mettre un luminaire de 1,40 m. C'était costaud. Mais je me faisais trop l'idée, je sais pas, on a tous été pareil, on voit sur des revues des cuisines immenses. Oh ouais, j'ai envie d'avoir la même chose. En fait, la cuisine, elle fait ça 3 mètres carrés. Et donc, je m'imaginais le mec arrivant chez lui, rêvant chez lui comme étant un palais, un palace. Alors, acheter un lustre broc, ce qui a été le cas au plus, on dit oh là là, génial et tout, pour chez moi, il avait trop bien. Il vient chez lui, il peut à peine de rentrer tellement il est gros, lui.
C'était un petit peu ça l'idée dans ma tête. Ça, c'est des magasins étages que j'ai fait plein de magasins étages un petit peu partout. Et simplement pour vous montrer effectivement que vous parlez de l'ombre. Maintenant, on voit bien que l'ombre invite à monter et que ça n'éclaire pas des mannequins, ça éclaire rien, ça éclaire simplement l'escalier. C'est le étage de Bordeaux. OK. Ça, oui, il y a 3 ans, j'ai fait la station de métro Assemblée nationale à Paris. Ils livrent dans Paris 5 stations à 5 artistes. Et donc, moi, j'ai fait la station Assemblée nationale. C'est super galère parce que tu te connais des réunions avec l'Assemblée nationale, qui ne connaît absolument rien. Tu te connais des réunions avec la SNCF, qui sont très gentils, très agréables, mais qui n'y connaissent pas grand-chose hormis de la technique. Et t'en bas, grave. La seule photo importante du projet, c'est celle-là, parce que depuis que j'étais né et que j'étais parisien, je fantasmais de marcher sur les voies de métro, c'est quand même un truc, Et alors, en fait, là, ça devait être à 2-3 heures du matin. En fait, quand vous avez une station de métro et qu'un travail pour pouvoir passer d'un quai à l'autre, ils mettent des espèces de bouts de ferraille sur les voies, de chaque côté, donc ça fait que le courant, il fait ça, et au milieu, normalement, au niveau de la station, il n'y a pas de courant. Voilà. Oui, mais l'air de rien, quand tu descends dessus, tu te dis, alors, normalement, il n'y a pas de courant. Mais qui est le dernier qui a testé qu'il n'y avait vraiment pas de courant? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il est encore vivant? On dit, c'est des conneries à la con, parce que tu stresses. Mais quand tu vois qu'il n'y en a pas, alors là, tu fais le cake, et puis, tu couvres des trucs de trop content que vous avez. C'est merveilleux. Donc ça, c'était mon fantasme de gamin, comme marcher aussi pendant 1,5 km dans les voies, vous savez, entre deux stations, et ça, c'est un bonheur absolu. D'où l'intérêt de faire la station de métro pour Assemblée nationale. C'était le principal intérêt qu'il y a eu. Je ne sais pas si on le reste quand même. Allez. Évidemment, quand vous faites du design et tout ça, ou des aménagements, vous faites le graphisme qui va avec. Donc voilà. Pour Sephora, oui, alors, je m'arrête simplement sur Sephora. Ça me gonflait vraiment d'avoir toujours des nanas à moitié à poil, comme ça, partout sur les trucs, etc. Ah là. Et puis alors, au moment de Noël, je suis la star des stars. Je ne peux pas trouver une basaline moins naze que je suis la star des stars ou des trucs comme ça. Des trucs complètement insupportables. On prend vraiment les gens pour des cons, des fois. Et donc, j'aurais fait des collections, mais c'est pas mon sac quand même, c'est pour eux. Ça, c'était le sac où il n'y avait pas une nana, il n'y avait que des nounours. Et ça me faisait trop marrer d'avoir des nounours. Et donc, en fait, il y a des panneaux 50-50 sur les Champs-Élysées. On savait le prix des nounours. On leur avait fait faire des trucs pas très convenables, dont je ne parlerai pas, mais également des photos où justement, il était comme ça. Hein. Et puis, il y avait plein de carrés 50-50 où il y avait tous les nounours qui étaient là, dans ce nounours-là. Et j'ai lancé à ce moment-là un truc dont je suis hyper content. C'était de dire, tiens, on va faire des nounours. Et on va vendre des nounours. Chez Sephora qui fait de la cosmétique. Oui, et puis on va donner l'argent pour les enfants malades. Et on va partager entre Sephora et les enfants malades. Et donc on a fait ça. Et il s'est vendu 70 000 nounours rien que sur les champs en moins d'une semaine. C'est complètement taré. Vous savez, vous voyez l'argent que ça fait pour les enfants malades. À tel point qu'à l'inauguration, il y a M. Arnaud qui proposait Sephora qui me dit Monsieur Daniel, je ne sais pas si je suis dans un magasin de cosmétiques ou de jouets. Mais la seule phrase qu'il m'a dit. Et comme ça. Bon, voilà. N'empêche que pendant 5 ans, on a fait ça. On a développé ces objets-là. Maintenant, il y en a partout. Hein. Tout le monde en a fait. Yves Rocher m'avait téléphoné pour ne voulez pas nous en faire. C'est pas compliqué de faire des nounours. Faites-les vous-même. Enfin, vous voyez. Après, quand tu as lancé. Mais c'est super agréable de voir que des années après, ça a pris par plein de boîtes et que ça marche. Tu vois. Voilà. Au moins, tu te sens un petit peu utile. On passe à la suivante. Et après est venu. Donc, tout ça, donc, vous avez bien compris, design, c'est nous, on va revenir. Ça, c'est pour avoir une vision globale de mon travail. Et là, c'est presque un petit peu plus artistique et tout ça. Donc ça, c'était une exposition sur mon travail. Ça, c'est assez marrant. C'est une pièce que j'ai faite. Vous voyez, l'ombre est quasiment la même, alors que dans un cas de figure, tu as la main comme ça, et dans l'autre cas, tu as un point. Et l'ombre est la même. C'est pour parler du peu d'objectivité qu'on peut avoir des fois quand on éclaire un problème que sur une face. Peut-être qu'il faut éclairer un problème sur plein de faces différentes pour commencer à le comprendre et pour en avoir la compréhension, c'est évident. Pour en avoir la compréhension, et puis pour pouvoir effectivement réellement l'analyser. C'est un petit peu ce qui me dérange des fois avec les médias, tout ça, machin. Donc c'est pour ça qu'en moyenne, je ne fais pas trop de photos de mes scénographies. Et notamment, j'interdisais qu'il y en ait même au départ, parce que je trouve que les scénographies, il faut y marcher, t'y balader, te retourner, etc. Vous voyez, et pas forcément rester statique.
On passe. Là encore, ben voilà, quelques scénarios événementiels que j'ai pu faire. Ça, c'était une copro Lircane, La Villette et Beaubourg. C'était à La Villette, où à la fois on filmait, à la fois on projetait, on déformait, etc. etc. Là, c'était la parcheminerie. Pour les Rennais qui s'en rappellent, il y avait un truc qui s'appelait la parcheminerie, et qui était une salle qui appartenait au TNB, et dans laquelle j'étais en résidence pendant 2 mois pour travailler la lumière. Et ça, bah, c'était moi, parce que il n'y avait pas de thune, hein, donc c'était moi qui faisais, avec un espèce d'engin, tu fais de la lumière. Parce que sur une scène, très souvent, tu éclaires les personnages du dessus, du côté, du dessous, et ça a amusé de les éclairer de face. Donc, avec cette espèce d'engin comme ça, simplement pour éclairer, voilà, je t'éclaire, je ta gueule, ton corps, tout ça, machin. Justement, je me retourne autour de toi, et ça apportait quelque chose. Ça, c'est un travail très important qu'on a fait avec Michel Berger, qui est un grand artiste de lumière à Gennevilliers. On a fait 20 œuvres pérennes. Là, elles ne sont pas installées, elles étaient présentées pour l'inauguration, mais depuis, elles sont installées. Donc, si vous allez à Gennevilliers, vous verrez ces œuvres pérennes dans le sol. Au moment où ils ont détruit les usines chaussons. Les usines chaussons, c'est là où ils faisaient tout le métal. Ils fabriquaient le métal. Ça, c'était une presse de 12 tonnes. Boum, boum, pour faire des portes de bagnoles qu'ils envoyaient ensuite Yves Seguin chez Renault ou Citroën pour pouvoir faire des voitures. Parce que Gennevilliers, en fait, c'était en limite du port autonome de Paris. C'est là où les bateaux arrivaient. Et j'ai parlé avec des femmes d'anciens travailleurs. Vous vous rendez compte qu'il y avait 14 presses comme ça dans les usines chaussons. Vous imaginez le boucan qu'il y avait, 14 presses qui tapent, 12 tonnes chacune, c'est un truc de taré. Et quand on parle aux femmes, elles disent oui, alors, ouais, on a fait la révolution, hein, évidemment, mais en même temps, il y a quand même une fierté de voir les hommes aller bosser là-dedans. Et puis il y a le côté rassurant, toute la journée à entendre les pom, pom, pom de la presse. Tu vois, et depuis que c'est fermé, et maintenant qu'on sait que ça va être rasé, et c'est assez intéressant, je trouve. Et alors, c'est pour ça que tu te dis, qu'est-ce que c'est bon de faire ce métier, parce que tu rencontres des humains, quoi. Et vous voyez, la station métro à l'Assemblée nationale, je vais vous montrer tout à l'heure. Je vous en reparlerai après, d'accord, ok. Bon, ça, on passe, c'est bien. Ça, c'est un truc que je fais, c'est une boîte de 4 mètres par 4 mètres qui rappelle curieusement le travail de mémoire que je fais, qui était en... Ouais, mais... Alors, c'était un truc vachement important après, c'est pour ça que je dis, parce que c'est chic. C'était la nuit des... pas la nuit des musées, c'était... La nuit blanche. La nuit blanche, voilà. La nuit blanche à Paris, au des archives. Donc, c'est so chic. Mais, ouais, je vois qu'il y a une femme. Et donc, c'est une pièce en miroir, un cube de 4 mètres par 4 mètres avec plein de son, et plein de lumière extérieure, ça c'est la plus façade des immeubles. Et quand éclairé l'intérieur, donc c'est le miroir, comme c'est du miroir sans teint, quand éclairé l'intérieur, il y a une transparence, et dedans, il y avait cet élément-là, une fontaine, qui avec l'eau. Et c'est beau, là encore, dans le côté montré caché, que finalement, vous vous en rendez compte, c'est assez présent dans mon travail, et bien, quelque part, c'est assez joli, parce que quand c'est éteint dedans, tu vois qu'un miroir, et puis quand c'est allumé dedans, tu vois une fontaine avec de l'eau. Et puis, ben voilà, il y a un monde derrière ce monde. Ben, bon, voilà, ok. J'ai réussi à trouver un truc là-dessus, je suis content. On va passer. Oui, voilà. Ça, c'est 3 expos que j'ai fait à Saint-Ouen. Celle-là, c'est la première sur la bosse que j'avais fait. C'était au moment de métro à l'Assemblée nationale. Toute la journée, je suis avec machin. Et le soir, à l'heure du matin, je bois un verre de vin blanc dans la petite maison d'un boxeur de 28 ans qui fait des BD. Et que normalement, j'aurais vu dans la rue, je me serais pas en courant, tellement la catastrophe me faisait peur. Elle m'était baraquée, et puis moi je suis hyper baraqué, mais lui, t'es vachement baraqué. Et je me suis dit, c'est là que je me suis dit qu'on vivait une vie formidable. Tu vois, et dans la journée, dans les lustres, tu vois, de l'Assemblée, et puis la nuit à Saint-Ouen, avec un gars qui, à 2 h du matin, te lit ses poèmes en buvant un verre de blanc. D'une sensibilité à mourir. Et là, tu te dis que l'humain, c'est vraiment un truc qu'il n'existerait pas, on devrait l'inventer, quoi. Donc ça, c'était un truc sur la boxe. Voilà, je vais vous parler de 2 choses. Cette photo-là, qui est de Luano, je vais faire en très grand. Elle est vachement bien, c'est trop fort. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que j'ai fait, parce que c'est quand même vachement réfléchi. Mais cette photo-là, elle est vraiment importante, parce que Luano a fait cette photo, et vous voyez, ce halo de lumière, il est sur la photo.
Autrement, vous n'auriez pas les personnages éclairés ici, depuis des gouvernements. Et moi, le seul éclairage que j'ai fait dans toute la pièce, c'est un projecteur, si vous ne comptez pas, un projecteur qui reprend exactement enfin, c'était un putain de travail, un diantre de travail, pour faire reprendre exactement la même lumière que sur la photo de l'oiseau. Ce qui fait que quand tu rentrais, tu voyais bien que c'était une lumière artificielle, parce qu'il n'y avait que ça qui éclairait la pièce. Et tu disais, attends, mais c'est une lumière artificielle, et ça éclaire vraiment la photo. Tu ne comprenais rien. C'était complètement magique, quoi. Bon, ça voilà, une autre expo. Là, une grosse expo, pour ceux qui connaissent un petit peu le foot, c'est un stade qui s'appelle le Stade Boer, qui est vachement référentiel parce que c'est la naissance et le développement d'une équipe de foot qui s'appelle le Red Star, qui était une équipe un petit peu iconique, qui avait ce logo-là. Et donc, entre autres, il y avait un visuel de 17 mètres par 6 là, c'était il y a 3 ans. Et puis, le jeu que j'ai fait, c'est que toute exposition, c'est dans les backstage, c'est-à-dire dans les toilettes, dans les trucs, dans les machins, etc., etc. Ou alors, quand même, des fois, dans les tribunes. Et là, vous voyez, c'est des anciennes tribunes en béton. Et tous les visuels de l'histoire historique, ils sont dans les marches. Mais ce que je préfère, c'est une signalétique qui est complètement humble et qui garde rien, signale complètement une circulation. On n'a pas besoin de un grand panneau lumineux, par ici, ou je ne sais pas quoi. Non, on peut être minimum et ça se voit. Et j'aime bien ça, et j'adore ça, parce qu'on peut se dire, ouais, bon, bah, c'est fait aller voter, le mec qui a trouvé une flèche, il a fait vite fait, quoi. Tu vois? Et non, tu parles, c'est un sacré boulot, et à l'arrivée, ça fonctionne super bien. Donc c'est de ça dont je suis le plus fier. On peut passer. On revient au bois quand même. J'ai été le directeur artistique du salon de la mise en bois d'Angers, qui s'est arrêté il y a quoi, il y a 4-5 ans, un truc comme ça. Ça, c'est le lieu qui était le lieu des conférences et tout ça, sur lequel je menais toujours une certaine réflexion parce que j'étais assez libre grâce à Nicolas Vizier. Et donc, ce qui est marrant, c'est que tout ce qui sert à s'asseoir, c'est des boîtes qui servent à l'emballage de meubles, d'objets, etc., etc. Donc, ça coûte que dalle. Que toutes les lampes que j'ai fait ici, c'est des feuilles de peuplier dont on se sert pour faire le contreplaqué. Et simplement, quand tu vois comment le bois il est déroulé comme un crayon, tu te dis, c'est trop beau cette feuille. Et donc, ça a été ces luminaires-là. Et ceux-là, tiens, on va peut-être mieux les voir sur la photo d'après, il me semble. Eh ben non, ça c'est pour respirer. Voilà, oui, non, vas-y, c'est bien. C'est pour respirer. C'est égal. C'est pour dire, ben voilà, dans le métier, c'est normal. Tu fais un truc, 5 ans après, tu as ça qui sort. C'est normal, c'est la vie. Ça veut dire qu'il faut aller d'avant. Tu passes celle d'après, c'est 2 ou 3 exemples comme ça, je vais trouver. Tu fais essayer d'aller, 3 ans après, tu as ça, je suis concurrent direct. Tu te demandes pourquoi. Tu continues, tu fais ça en référence à un modèle des années 50 que tu adores. Il n'y en a pas un à cette époque-là, et notamment, il y en a plein qui se font. Tu continues. Bon, je ne parle pas de lampe aveugle, c'est pas appelé Google, en tout cas, il y a plus de 12 imitations, ces petits tours pleins. Voilà. Et pour vous dire, dans le métier, on n'a pas besoin d'avancer. Quelle chance. Et donc, là, on revient sur le salon Bois d'Angers. Ces lampes-là, c'est fait. Je vais voir un fabricant du coin, là, dans le coin de Nantes, et il dit, ah là, je suis emmerdé parce que, tu vois, avant, je vendais beaucoup de boîtes pour les Saint-Mauré, et maintenant, elles sont en carton, elles sont plus au bois. Merde. J'ai l'air compatissant parce que ça se fait quand tu vas avoir un fabricant qui t'explique ses problèmes, tu as l'air compatissant. C'est le minimum, quoi, je veux dire. Je lui dis, oui, mais attends, mais comment tu fais là, ton contreplaqué? Ah oui, avec de la colle à lait, parce qu'évidemment, comme c'est de l'alimentaire, c'est vachement écolo ton truc. Mais ça m'intéresse. Peut-être qu'on peut en faire autre chose. Et donc, on a repris sa fabrication de contreplaqué, peuplier. Hein, ça, c'est des bandes de peuplier à chaque fois qui sont devant, agrafées avec les agrafes dont il servait pour se s'embourer, tout automatique, clac, 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 et puis simplement écarté au centre pour pouvoir mettre un tube luminaire. Et il y en avait plein dans l'espace, comme vous voyez, ça fonctionne super bien. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça peut se fermer du coup. Vu que tu as un axe, ça peut se fermer et ça tient dans un rectangle, et puis après, ça peut se déplier dans l'espace. Et le cadeau du ciel, auquel je ne crois pas, mais tant pis, dans ces cas-là, tu as envie d'y croire, tu vois, c'est que Conrad en a commandé parce qu'il adorait ça. Conrad, c'est un grand magasin, c'était
au départ le créateur d'Habitat, qui l'a vendu, donc il y a des magasins à Paris, des magasins Conrad à Paris, à Londres, etc., etc. Et Conrad en a acheté, il a adoré. Donc le gars, le fabricant qui disait Philippe, je téléphone parce que là j'ai une commande pour un magasin Conrad à Londres. J'en ai vendu 20, et puis Conrad à Paris. Et les mecs, ils faisaient des boîtes de salmon, et puis ils vendent des trucs pour Conrad. Mais là encore, tu te dis, quelle chance de faire ce métier, quoi. Voilà, on passe. Là, on rentre plus dans le dur des expositions que j'avais faites pour la maison d'Angers. Peut-être que certains qui ont été s'en rappellent. Celle d'après avait beaucoup tourné, mais moi, celle-là, je crois. C'est simplement de dire que, évidemment, moi, je connais bien la lumière, comme vous le savez. Donc, si on prend du blanc chaud, qui est chaud, du blanc froid, voilà, ou alors du blanc en couleur et avec lequel on peut jongler, qu'est-ce que ça donne si on met ça sur du chêne, sur du pin, sur du hêtre, sur du papier? Alors là, on ne se rend pas très compte parce que c'est une photo, mais pour le moment, on se rendait compte que ce n'était pas du tout la même couleur en fait. Et c'est super intéressant parce que tous les gens, finalement, ils font les trucs en bois. Mais oui, ça va t'éclairer ton truc, quoi. Et on se rend compte à quel point c'est différent pour ça, la lumière qui est dessus. Ah la vache! D'accord. Et la photo d'après, justement, ça a un petit peu développé ça. C'est-à-dire que je me suis dit, le bois, il y a plein de raisons de l'utiliser. Ok, d'accord, ok. Mais mince, si on se dit qu'on fait une cloison intérieure en bois, est-ce qu'à un moment, on peut trouver un éclairage qu'on ne peut développer que parce que c'est une cloison en bois? J'entends par là, si c'est une cloison qui est en parpaing, je ne peux pas éclairer. Comme je vais le faire là. Si c'est une cloison avec jour en grand jaco, je ne peux pas non plus. Ça peut marcher que avec des murs en bois. C'est évidemment pour la maison en bois, donc c'est pour ça que quand même l'idée c'était de ça, tu vois, de parler de lumière et bois. Bon, ça c'est facile. Hein. Tu mets des LED là, tu éclaires un truc, j'ai presque honte d'avoir fait ça tellement c'est ça. Non, pas ça. Par contre, ça c'est vachement intéressant. Parce que c'est une cloison en bois, avec ici un dépoli, de côté un dépoli, au centre d'éclairage, pareil là, mais ça éclaire les deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté, tu as une seule lampe qui est là-dedans, donc économie d'énergie, mais du taré, parce que, enfin, très importante, pourtant que c'est de la LED, évidemment, mais en plus, ça éclaire deux pièces en même temps, et ça, tu peux le faire qu'avec du bois, parce que tu ne vas pas commencer à prendre un mur en part à faire un trou, enfin, c'est d'une complexité délirante, alors que dans le bois, c'est vachement simple à faire. Donc là, je crois que vraiment, on répond exactement à ce que je m'étais fixé en tête. De même là, eh bien, effectivement, on peut mettre des LED là-haut, dans un mur épais en bois, pour simplement éclairer effectivement la niche. Peut-être que vous avez essayé, c'est hyper difficile d'éclairer un personnage, mettons une sculpture qui est là, de l'extérieur. Parce que dès qu'on l'éclaire, on va avoir un jeu d'ombre, vous voyez, du dessus, etc. Donc ça va pas beau. Alors que là, en éclairant ici, et bien voilà, tu éclaires tout le personnage, ça n'a rien à voir. Ok. Oui, désolé, merci Philippe. On a déjà vu. Là, pareil, mais avec une plante basse. Et pourquoi la plante basse, elle ne servirait pas de délai pour éclairer? Et c'est tellement simple dans le bois parce que je peux passer les câbles et tout ça. Là, c'est pareil, mais en retrouvant une tradition, tu vois, du plafond et de la plinte haute, que moi j'aime beaucoup, des 50 et tout ça, ça se faisait beaucoup. À l'époque, même les plafonds étaient arrondis, je ne sais pas si vous vous rappelez, à les 30, oui. Et moi j'aime bien ça. Donc quelque part, on va retrouver une tradition ancienne, mais avec des matériaux modernes et avec des lettres qui sont l'hypertechnologie. Ensuite, voilà encore. Alors là, c'était plus, je me suis un peu fait plaisir, quoi. Hein, pas exagérer. Donc effectivement, j'ai fait les murs en bois, simplement en décollant une lame par-ci ou par-là, avec un éclairage à l'intérieur, et tu te rends compte que ton mur en bois, voilà, il est éclairé sans rien rajouter. Tu vois, il est déjà éclairé et assez magique. Idem là. Là, c'est le bois, il est comme ça, et paf, il va ressortir là. Là, c'est tout par endroit. Et écoutez-moi, le mur devient éclairé, et tu peux le faire qu'avec du bois. Ça, c'est clair. Oui. On va passer au bâtiment B. Le bâtiment B, c'est l'alter ego de la Bibois, comment ils appellent Atombois. Et ils sont à Nantes. Et c'est Marie Lambeau qui a fait l'architecture. À Rennes, ils ont fait des trucs avant. Et moi, je me suis occupé à l'intérieur des luminaires, des meubles, tout, sauf des spots encastrés et des chaises de bureau. Et je couvre. Ça, c'est la bibliothèque pour les nouveau-nés, les nouvelles parutions. Ça me semblait joli d'avoir une bibliothèque ouverte sur le lieu.
et de mélanger le bois et le métal. Ce que j'ai appris chez Sephora, c'est que le luxe, c'est le mélange des matériaux, et que le luxe, c'est pas forcément la quantité. C'est un truc qui est vachement important. Vous savez, chez Sephora, ce qu'on faisait dans les vitrines, tout ça, on prenait ça en disant, ça c'est sublime. Donc on en faisait une photo noir et blanc très grande, on posait ça sur un machin transparent, le grand visuel derrière. Évidemment, c'est sublime. Et ça coûte vraiment des fortunes. C'est normal parce que c'est sublime et que c'est du luxe. N'oubliez jamais un truc comme travailler des matériaux. Évidemment, c'est pas très économique pour les. C'est pas très intéressant pour les gens qui vendent de la scierie, ça. C'est pas une grande quantité. Mais le luxe, c'est aussi le petit. Et là, je trouvais ça très luxueux de lui dire que j'allais faire un cadre en bois, tout le reste en métal, pour justement pas se rajouter dans du bois, et avec toutes les parutions du mois, et sur des pieds comme un meuble, et pas comme une bibliothèque. Par contre, ça, c'est une bibliothèque. C'est autre chose. Et c'est fait qu'avec du bois de récup. Du bois qu'on a récupéré par-ci, par-là, par-là, etc., qu'on a coupé, que ça. Donc les planches et tous les éléments comme ça, c'est du bois de récup. OK. Ça, c'est, je crois, que le plus fier dans la salle de conférence. C'est des cires à 3 hauteurs différentes. C'est les mêmes, avec à chaque fois un accoudoir, donc ça fait plein d'accoudoirs, parce que c'est insupportable dans une salle de conférence de t'asseoir et d'avoir une tête qu'empêche de voir tout le monde. Alors, tu sais bien, un petit peu plus haut, ou encore un peu plus haut. Et là encore, on est des humains, et on peut avoir envie de s'affaler dans un siège parce que, voilà, mais pénin, etc., façon canapé, ou dans un siège hauteur normale, ou dans un siège hauteur chef de bistrot, avec son petit tube qui permet de poser son pied. Parce que voilà, on ne sera pas dans la même position, dans la même écoute, tu vois, de ce qui va se passer. Et alors, comme vous l'avez sans doute remarqué, il y a 3 couleurs d'orange et rouge à l'intérieur, parce qu'au bâtiment B, ça se retrouve là, c'est la photo faite de jour, mais ça se retrouve au centre. Il y a une lumière très sous-bois, une lumière chaude France qui éclaire tous les meubles. Et ce qui est bien, c'est qu'en mélangeant les couleurs d'orange et tout ça, ça rajoute au côté foyer. Et puis il y a du monde même quand il n'y a personne, quoi. Donc, comme c'est le centre, c'est vachement important. Ça, c'est la table de réunion. Je ne suis pas fait les grandes tables de réunion où il y a 2 personnes qui causent. Je trouve ça vraiment terrible. Donc, on a fait une table de réunion, merci Métallobu qui l'a fabriquée, où on peut, fermer. Vous voyez, tout ça, c'est un débat, ça se ferme ou s'ouvre. Ce qui fait que si je fais une réunion à 4, et ben, j'ouvre 2 damiers, et puis ou à 2 ou à 4. Et puis voilà, je fais ma réunion ici, mais pas sur toute la table. Voire il peut y avoir une réunion ici, si je ferme là et que je suis à 2, une autre réunion là, une autre réunion là, une autre réunion là. Mais il n'y a pas une grande table où tu es tout seul à bout et avec la grande table sans fin. Ça me semblait important. Oui. Là encore, ce que je vous disais, là c'est la matériothèque. On ne va pas même faire une matériothèque en bois pour mettre du bois. Donc la matériothèque elle est faite en métal pour mettre du bois. Ça vient surtout de mon côté cellule muséal, où j'ai au niveau du socle, après je ne vais pas rentrer dans le travail du socle ou du carnet parce qu'on n'a pas fini, mais au niveau du socle, c'est toujours. La vraie question, c'est qu'il reste que le socle est de la même matière que l'œuvre ou pas. Vous voyez, enfin, c'est une vraie complexité, quoi. Et moi, je suis pour dire non. Voilà. Ensuite, ce qui est amusant, c'est qu'un petit peu, comme j'aime bien le faire, justement, mais dans l'imaginaire et la réalité, je me suis mis dans la tête d'un mec complètement abruti, je voulais trop de balles, je ne cache pas, avec qui fait un quadrillage et qui, quelque part, va l'adapter à la taille, à la pièce, quoi. Donc le quadrillage, il commence en partie ici, voilà, c'est très bien. Et puis ici, il faut le couper là parce que ça fait de la pièce. Hein. Donc on le coupe là. Donc on va pas essayer de le mettre qui rentre précisément. Non, 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 non. Là, il est parfait. Après, ben là, il se coupe comme il peut. Ah là, par contre, la plus pose. Alors, c'est bien, ça vient. Puis là-haut, bah, écoute, on s'en fout, c'est comme c'est. Puis là, c'est pareil. Et tous les murs, c'est pareil, en fait. C'est tout du grand salle qui est couvert de ça. Donc c'est assez marrant quand on va le lumière. OK. Ça, c'est un luminaire important pour moi. Déjà parce qu'il a été fait avec Benoît Bowie de la CEDAP qui a disparu l'année dernière, et qui était un gamin, enfin un mec vachement jeune, donc ça fait un peu les yeux, pardon. Et en fait, c'est du bois, les lettres sont à l'intérieur et ne se voient pas. À aucun moment vous voyez la lettre. C'est-à-dire que quand vous êtes dessous, vous voyez que
le luminaire qui s'éclaire lui-même et qui éclaire le plafond et qui éclaire le lieu, mais vous voyez jamais la source. Et pour moi, c'était important, même si là, je suis en train de travailler sur l'inverse pour le bâtiment, mais ça va pas d'autres histoires, on a le droit de changer d'avis. Parce qu'à l'époque, je ne voulais pas que le bâtiment B soit éclairé. Il y a un côté, vous voyez, les monuments qui sont éclairés, c'est suis-je la plus belle, ça m'énerve assez rapidement, quoi. Alors que de l'intérieur, c'est comme si la vie était à l'intérieur du bâtiment, elle ressentait du bâtiment. Et pour moi, c'est vachement plus fort en termes de matière. Donc, je voulais que ces lumières-là, qui est le cas, et parce qu'ils sont au rez-de-chaussée, dans les étages surtout, soient éclairés même la nuit, on s'en fout, c'est LED, ça ne consomme rien, et que donc le bâtiment soit éclairé, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, avec ces choses-là qui font des espèces de formes incroyables à l'intérieur de l'espace, sans qu'on voit jamais la source. Nécessité de ne pas voir la source, évidemment, en pleine nuit, c'est insupportable de voir les ampoules. C'est pas admissible, quoi. Donc, voilà cette pièce-là que, personnellement, oui, ça, on passe du canapé, on va passer parce que voilà, on n'a pas fini. Ça, c'est les meubles, là encore, que je vous disais, point trop d'infos. Vous voyez, ces meubles de rangement. Alors là, c'est des vides, ça correspond à un bureau. De l'autre côté, les vides, ils sont là, et ça correspond à l'autre bureau. Ça m'intéressait parce que quelque part, symboliquement, ça veut dire que ce bloc-là, même s'il séparait de bureaux et de personnes, il est relié au niveau de la tête, puisque tout leur projet, tout ça était dans cette même masse. Donc j'aimais bien symboliquement cet effet-là. Mais ça, c'est du bois. Mais par contre, quand il y a des pieds, il n'y en a pas toujours, mais quand il y a des pieds, c'est du métal. Pourquoi faire les cures en bois? Et l'intérieur, c'est du stratifié rouge. Et alors, hein, alors la table de bureau, on en a fait 5 ans des tables de bureau. C'est marrant, même des prototypes. Hein. Et ça n'allait pas, et ça n'allait pas. Enfin voilà, finalement, on a fait un tour en bois avec un tiroir en métal et un pied en métal. Et finalement, c'est le bureau qu'on n'a jamais fait de notre vie. Quoi. Mais là encore, tu fais un tiroir en bois, et il y a trop de bois, tu fais un pied bois, enfin de mon point de vue, ça va, c'est bon quoi. On n'a pas besoin d'en se rajouter. Non, on va valoriser ce rectangle-là en bois parce qu'il est magnifique, c'est du beau bois. Le dessus aussi, il est magnifique. Tac, tac, tac. Le reste, c'est du stratifié, tout ça. C'est du team. Voilà. Passe. Oui, pour finir, vous auriez dû le voir cette année parce que c'est une pièce que je fais avec Nicolas Vizier pour Voyage à Nantes, qui est un événement nantais. Et c'est une pièce qui est devant le bâtiment B, donc en gros, en face de l'éléphant, quoi, sur une place qu'il y a. Alors, je ne dis pas ce que c'est, mais là, c'est des compagnons du Tour de France qui travaillent dessus. Ça a été vachement compliqué parce que quand j'avais pensé à mon travail, les compagnons ont dit oui, bon, nous, on fait quand même Notre-Dame. Et finalement, ça s'est super bien passé, c'est génial. Vraiment, c'est des gens extraordinaires qui, d'une précision insensée et énergie folle, et c'est que du bonheur. Et là, c'est l'un des deux principaux qui ont travaillé sur le projet. Vas-y. Voilà le second qui réfléchit, comme quoi c'est pas simple. Merci Philippe pour le projet. Vas-y. Et voilà, là, ça commence à être la pièce dans sa complexité. Je ne sais pas si vous voyez, si vous pouvez apprécier, mais tu apprécieras encore plus dans la photo d'après. Voilà, où là on était avec Nicolas et toute la bande à réfléchir. Je ne sais pas si vous voyez qu'on a quand même des arrondies d'idées, on va construire pour décider ça, mais c'est un travail de malade. Et ce n'est pas une petite pièce, c'est le moins qu'on puisse dire. D'accord? Jusqu'à la dernière, voilà. C'est moi qui l'ai un peu fatigué alors que c'est lui qui a bossé, c'est vrai. C'est pas cool pour eux. Et ça sera la dernière de mon intervention. Ça, c'est un bout de l'œuvre qui va être mis, finalement, qui va être mis en juillet 2020, qui va être mis en 2021. Mais c'est qu'un morceau du tout. C'est loin d'être le tout. Pour voir le tout, il faut venir en juillet 2021. Alors, voilà. Merci. S'il y a des questions, avec grand bonheur. Ça serait bien.